Au début de l'année 2026, la Russie était en faillite. Pas en faillite comme un pays pauvre. En faillite comme un pays riche qui dépense plus qu'il ne gagne. Et qui le sait. Les recettes pétrolières avaient chuté de 24% en un an. Le fonds d'urgence du Kremlin avait moins de la moitié de ce qu'il avait avant la guerre. Et Poutine faisait l'impensable. Il réduisait les dépenses. Et selon le journal britannique Financial Times, appelait personnellement les oligarques pour demander des dons. Alors le 28 février, les États-Unis ont attaqué l'Iran. Et, avec cela, ce passage que vous voyez est devenu le centre de l'actualité. Le célèbre détroit d'Ormuz. Par ici, 20% du pétrole mondial transite. Lorsque l'Iran a fermé ce détroit, le marché est entré en panique. Et le pétrole russe, que personne sur les marchés occidentaux ne voulait acheter à cause des sanctions, est soudainement devenu l'une des rares alternatives disponibles pour les pays qui avaient besoin d'acheter à un fournisseur. En 4 semaines, le baril de pétrole est passé de 70 à 116 $. Les analystes ont estimé que cela pourrait injecter des dizaines de milliards dans la caisse de guerre russe. Poutine n'avait rien à faire. Il devait juste exporter et mettre l'argent dans les coffres. Et puis, l'Ukraine a choisi précisément ce moment pour faire quelque chose que Poutine n'aurait jamais cru possible. Mais, pour comprendre ce qui s'est passé, il faut d'abord comprendre comment la Russie en est arrivée à ce point de vulnérabilité. Ce n'est pas une vidéo d'explosion comme celle que vous voyez partout. C'est l'analyse de ce qui se cache derrière elle. L'histoire de la façon dont un pays plus faible a trouvé le cœur financier d'un pays plus fort et a décidé de faire pression. Voyez-vous, la Russie vendait son pétrole avec une énorme remise à la Chine, à l'Inde et à la Turquie, les seuls pays qui acceptaient encore d'acheter. En décembre 2025, le baril russe a même été vendu à moins de 40 $. Le budget avait été prévu pour 59. La différence provenait de la réserve d'urgence du pays, qui était passée de 113 milliards de dollars avant la guerre à 52 milliards. Pendant ce temps, les dépenses militaires atteignaient presque 200 milliards par an. Le compte n'y était pas. C'est alors que l'homme, le plus puissant d'Europe, a commencé à tendre la main, demandant de l'argent. Et cela soulève une question qui va guider toute cette vidéo. Arrêtez-vous pour réfléchir. Existe-t-il un moyen pour un petit pays de forcer une puissance nucléaire à reculer, sans disposer d'une armée, d'une aviation ou d'une marine suffisante? Gardez cette question en tête. La réponse sera révélée bientôt. Et c'est dans ce contexte que la guerre au Moyen-Orient a tout changé du jour au lendemain. La fermeture du détroit d'Ormuz a retiré du marché environ 20% de tout le pétrole mondial. La panique a été immédiate. Les prix ont explosé. Et la Russie, qui vendait son pétrole à prix réduit à cause des sanctions, est soudainement devenue l'un des pays qui profitait le plus de la crise. En plus de cela, les États-Unis eux-mêmes ont temporairement assoupli les sanctions sur le pétrole russe pour tenter de calmer les prix mondiaux. Pensez à ce que cela signifiait pour Poutine. Le même pays qui finance l'Ukraine ouvrait en même temps la voie pour que le pétrole russe enrichisse le Kremlin. Une contradiction absurde. Mais c'était la réalité de mars 2026. Poutine avait une fenêtre d'opportunité. Étroit, mais réel. Il avait juste besoin d'exporter. Pendant ce temps, l'Ukraine observait. Et elle avait passé 2 ans à construire exactement le type d'arme capable de refermer cette fenêtre. Voyez-vous, depuis 2024, l'Ukraine menait une campagne organisée contre l'infrastructure énergétique russe. Ce n'était pas de l'improvisation, c'était une stratégie. Si vous ne pouvez pas vaincre l'ennemi sur le champ de bataille avant d'être à court de ressources, attaquez sa source de financement. Rien qu'en 2025, il y a eu 120 attaques. Mais il y avait un problème. Les cibles les plus précieuses étaient situées à des centaines de kilomètres à l'intérieur de la Russie. Hors de portée des drones disponibles à l'époque. Alors, l'Ukraine en a construit un nouveau. Le Lyuty
qui signifie féroce en ukrainien, est un drone d'attaque développé par le pays lui-même. Il a une portée confirmée de plus de 1700 km. Et des sources ukrainiennes affirment que des versions plus légères peuvent atteindre 2000 km. Il transporte une charge explosive de 50 à 75 kg et utilise l'intelligence artificielle pour la navigation autonome. Ce dernier détail est crucial, car il ne dépend pas d'un signal radio pour être guidé. Il sait déjà où il va avant de décoller. Et c'est précisément cela qui rend les systèmes de guerre électronique russes beaucoup moins efficaces contre lui. Parce que ces systèmes ont été conçus pour brouiller des signaux, pas pour abattre des cibles qui volent sans aucun signal. En février 2026, un drone ukrainien a parcouru 1700 km en ligne droite et a frappé une raffinerie de Lukoil, dans la République de Komi. Вот летит. Еще вон ПЗ. Presque arrivé aux monts Ural. C'était l'attaque de drones confirmée ayant la plus grande portée de toute la guerre. Avant cela, le record était de 1500 km. Avant cela, 1000. La portée augmentait chaque mois. Mais voici quelque chose que peu de gens savent. Réfléchis une seconde. Si tu étais responsable de protéger les plus grandes raffineries du monde contre des drones que la défense aérienne n'arrive pas à abattre, que ferais-tu ? C'était exactement la mission confiée aux ingénieurs de Rosneft, la plus grande compagnie pétrolière de Russie. Quelques jours avant les attaques majeures contre la Baltique, leur plan est tombé aux mains de hackers. Il a été publié par une entreprise américaine de renseignement appelée Dallas Analytics. Et ce qu'il a révélé a été dévastateur pour l'image du Kremlin. La présentation énumérait 8 modèles de barrières physiques que Rosneft était en train de construire autour de ses raffineries. Des réseaux de câbles en acier, des échafaudages de construction, des conteneurs empilés, des sections de grues, et la plus absurde de toutes, des rideaux de fumée pour cacher les raffineries à la vue des drones. Mais il y a un détail très important ici qu'ils n'ont pas pris en compte. Un rideau de fumée ne fonctionne que contre quelque chose qui utilise les yeux pour trouver la cible. Les drones ukrainiens n'utilisent pas les yeux. Ils ont les coordonnées de la cible enregistrées avant de décoller. La fumée ne change rien. La conclusion finale du document était celle-ci, avec les mots exacts des ingénieurs de Rosneft. La protection physique est un ensemble de mesures structurelles qui ne garantissent pas la sécurité des objets protégés. La principale compagnie pétrolière russe a reconnu dans un document interne qu'elle ne pouvait se défendre. Et les attaques n'avaient pas encore commencé. Dans la nuit du 22 au 23 mars 2026, alors que la ville dormait, des drones ukrainiens ont traversé plus de 1000 km de territoire et sont arrivés au port de Primorsk, sur la mer Baltique, près de Saint-Pétersbourg. Les habitants ont été réveillés par des explosions. Le ciel est devenu orange, le terminal de carburant a pris feu, les flammes ont consumé les points de chargement, et 2 pétroliers qui étaient amarrés là. Le gouverneur régional s'est réveillé à 4 heures du matin et a été forcé de confirmer l'attaque, mais il a tenté de minimiser les dégâts. Dans les heures qui ont suivi, des images satellites ont montré une colonne de fumée s'étendant sur 200 km à l'intérieur de la Russie. 2 jours plus tard, ce fut au tour d'Oust-Louga. Oust-Louga est le plus grand port d'exportation de pétrole de la mer Baltique russe. À lui seul, il traite environ 700 000 barils par jour, ce qui représente une part énorme des exportations de pétrole russe. Dans la nuit du 24 au 25 mars, des drones ukrainiens sont arrivés au terminal et ont provoqué une série d'explosions. Les flammes ont atteint plus de 100 mètres. La lumière du feu était visible à des dizaines de kilomètres de distance. Le gouverneur de la région a qualifié cela de départ de feu mineur. Les images satellites racontaient une autre histoire. Et l'Ukraine ne s'est pas arrêtée. La nuit suivante, les drones sont revenus, cette fois à la raffinerie de Kirishi, également dans la région de Leningrad. La Kinev, comme on l'appelle, est l'une des 3 plus grandes raffineries de pétrole de toute la Russie. Elle traite entre 20 et 21 millions de tonnes de pétrole par an,
et représente 6% de la capacité totale de raffinage du pays. Lors de l'attaque, les principales unités de traitement du pétrole brut, ainsi que plusieurs autres systèmes essentiels au fonctionnement de la raffinerie, ont été endommagés. Sans eux, la production s'arrête tout simplement. Et puis les drones sont retournés à Oust-Luga. Et ensuite à Primorsk. Et ensuite à Oust-Luga à nouveau. Au total, jusqu'à la fin mars, Oust-Luga a été touché au moins 5 fois en 10 jours. Primorsk a subi plusieurs attaques en moins d'une semaine. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Au cours de la semaine qui s'est terminée le 29 mars, seulement 22 pétroliers ont pu charger du pétrole dans les 2 ports, contre 37 navires la semaine précédente. Le volume exporté a diminué de moitié. Et quel est le coût de cela pour la Russie? Eh bien, plus d'1 milliard de dollars en seulement 7 jours, complètement évaporés. Pour vous donner une idée, des estimations d'experts indiquent que la Russie dépense entre 500 millions et 1 milliard de dollars par jour pour soutenir la guerre. En 7 jours, en attaquant 2 ports, l'Ukraine a effacé l'équivalent d'une semaine entière du trésor de guerre russe. Quelques semaines auparavant, Poutine avait personnellement dit aux hommes d'affaires russes que la guerre continuerait jusqu'à ce qu'ils prennent tout le Donbass. Il comptait sur le pétrole pour financer cela. À ce moment-là, ce plan était littéralement en train de partir en fumée. L'agence de presse Reuters a qualifié cela de « la perturbation de l'approvisionnement en pétrole la plus grave de l'histoire moderne de la Russie ». Et les attaques ne s'étaient pas encore arrêtées. Pendant ce temps, la Russie essaie de rediriger son pétrole vers d'autres ports. Mais les alternatives sont mauvaises. Novorossiysk, sur la mer Noire, se remet à peine des attaques précédentes. Les ports de l'Arctique et du Pacifique se trouvent à des milliers de kilomètres. Et le pétrole stocké à l'intérieur du pays devient une cible immobile pour de nouvelles attaques de drones. La Russie discute également de réintroduire une interdiction des exportations d'essence. Cela signifie arrêter de vendre de l'essence à l'étranger afin de pouvoir approvisionner son propre marché intérieur. C'est le genre de mesure qu'un pays prend lorsqu'il est acculé. De l'autre côté, Zelensky a déclaré avoir reçu des demandes de partenaires non identifiés pour arrêter les attaques. Et vous savez quelle est sa réponse? Il accepte un cessez-le-feu sur les cibles énergétiques. Mais seulement si la Russie arrête aussi d'attaquer les villes et les centrales ukrainiennes. Vous voyez ce qui se passe ici. Pour la première fois, l'Ukraine ne demande pas d'aide. Elle négocie avec des atouts en main. Cela m'a rappelé quelque chose qui s'est passé en 1944, pendant la Seconde Guerre mondiale. Les pays alliés se sont rendus compte que bombarder les usines allemandes ne fonctionnait pas. Les Allemands reconstruisaient tout. Alors ils ont commencé à s'attaquer au carburant. En 6 mois, des avions étaient abandonnés au sol faute d'essence, et des chars s'arrêtaient sur les routes sans diesel. La guerre s'est terminée environ 1 an plus tard. L'Ukraine ne reprend pas cette méthode par hasard. Elle suit une logique que l'histoire a déjà prouvée efficace. Une armée sans carburant n'avance pas. Une guerre sans argent ne dure pas. Les Alliés ont mis des années à le découvrir. L'Ukraine a appliqué la même logique, avec des drones coûtant 200 000 $ chacun. Tu te rappelles la question du début? S'il existe un moyen pour un petit pays de forcer une puissance nucléaire à reculer, eh bien, cette question trouve sa réponse en ce moment même, en temps réel, dans la mer Baltique. Pour la première fois depuis le début de la guerre, le rapport de force pourrait basculer. Maintenant, je voudrais connaître votre avis. Pensez-vous que la Russie pourra se remettre de ses attaques? Ou est-ce le début de la fin de la machine de guerre de Poutine? Donnez votre avis en commentaire. On lit toujours ce que vous écrivez. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre ce qui se passe dans le monde, partage-la avec quelqu'un qui mérite aussi de le savoir. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, le bouton est juste en dessous. Chaque nouvelle vidéo, c'est exactement ce type d'analyse, sans blabla. À la prochaine.